Vous regardez Al24 News, mesdames, messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres du journal. Cela fait une année jour pour jour que Moscou a lancé son opération militaire en Ukraine. Retour sur 12 mois d'un conflit qui a bouleversé le monde. Et l'Assemblée générale des Nations unies vient d'adopter une résolution contre la Russie, l'incitant à retirer ses troupes d'Ukraine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un message à l'occasion du 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. C'était un 24 février 1971. Affaire du Maroc Story Killers, Rachid Mebarki, licencié de BFM TV. Bonjour à tous, voilà pour les titres. C'était donc le 24 février 2022 au petit matin lorsque les premières troupes russes ont franchi la frontière ukrainienne, lançant ainsi un conflit d'envergure dont l'Europe n'a pas connu depuis plusieurs décennies. Un conflit qui a déjà fait plusieurs milliers de morts et des millions de déplacés. Récit de Lila Gertal. Cela fait aujourd'hui un an, jour pour jour, que débutait l'opération spéciale en Ukraine lancée par Poutine. Kiev se réveillait un certain 24 février 2022 sur les retentissements des sirènes et le bruit des bombes, des images qui ont fait le tour des médias. Le monde assistait en direct à l'opération russe en Ukraine, une opération spéciale, comme qualifiée par Poutine, qui changera la géopolitique du monde. Une opération qui est également le fruit de plusieurs années de provocation de l'Occident et de l'OTAN qui poussaient ses troupes jusqu'aux proximités des frontières des anciennes républiques de l'ancien régime soviétique, transgressant ainsi au quotidien les accords de Minsk. Ce conflit en Ukraine va provoquer à son tour, en plus des alliances et des sanctions économiques européennes contre Moscou, il va également se répercuter sur le secteur énergétique du pétrole et du gaz. La Russie étant l'un des premiers fournisseurs en gaz de beaucoup de pays européens, notamment l'Allemagne. L'opération engendrera également une vraie crise humanitaire, dévoilant au grand jour l'hypocrisie de l'Occident face à la crise des réfugiés ukrainiens. Un comportement discriminatoire voit alors le jour, une mise à nu qui en dit long sur le monde occidental et les principes des droits de l'homme qu'il argue à chaque occasion. Le conflit en Ukraine a démontré aussi que derrière la façade d'une Europe unie et formant un bloc inébranlable se cachaient des divisions insoupçonnables où des contrats de gaz et de pétrole se négociaient en aparté ou par sous-traitance avec la Russie. Bref, un an après le début du conflit en Ukraine, le monde ne sera plus comme celui que l'on a connu auparavant. D'autant que ce conflit sent trop l'odeur du gaz et de pétrole pour ne constituer qu'une affaire de liberté et de démocratie lorsqu'on sait surtout que les États-Unis ont été les plus grands bénéficiaires de cette opération en Ukraine. Et l'Assemblée générale des Nations unies à New York vient de voter une résolution exigeant le retrait immédiat et sans exigence des forces russes du territoire ukrainien. La résolution a recueilli 141 voix contre 7 voix et 32 abstentions. À noter que l'Algérie s'est abstenue du vote. De son côté, le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, a assuré que la Russie était certaine de sa victoire face à l'Ukraine. Et à cette occasion, il a déclaré que son pays était prêt à aller jusqu'aux frontières de la Pologne. On en parle du conflit en Ukraine avec M. Gamal Abina, journaliste et spécialiste des questions internationales. Il est avec nous en direct de Paris. Bonjour M. Abina. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, M. Abina, après 12 mois de conflit, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on va vers un conflit qui va perdurer dans le temps ?
On a 12 mois de conflit aujourd'hui, effectivement. C'est une date anniversaire pour les uns et puis une date catastrophique pour les autres. Mais une chose est certaine, c'est qu'on donne le sentiment du côté occidental que le conflit va durer. Seul problème, c'est que l'Ukraine s'était épuisée en ce conflit. Ils avaient 2000 chars, apparemment ils ont tous été détruits. Ils réclament pratiquement, dans une posture de mendicité, d'autres chars qui leur sont donnés au compte-gouttes. On se rend bien compte qu'à part la Pologne, qui est très engagée et qui veut donner plus de moyens avec les chars Léopard, la plupart des autres pays européens n'étaient pas très intéressés par cette escalade, puisqu'on parle bien des co-belligérances. Et les États-Unis, qui ont poussé à la guerre depuis le début, manifestement, ne sont pas très motivés non plus pour donner leur char Abraham. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'Ukraine est en mesure de tenir sur une contre-offensive russe qui a démarré et qui va être accélérée à partir d'aujourd'hui, j'imagine. Est-ce que l'Ukraine sera capable de tenir le rouleau compresseur russe? C'est peu probable. Les effectifs militaires ont été largement impactés puisqu'on a les Occidentaux de leur propre aveu parlent de 100 000 morts. Et surtout, on voit bien qu'aujourd'hui, au moment où l'Ukraine se retrouve quasiment en bout de course en termes militaires, elle n'a que très peu de moyens pour répondre à l'offensive russe. Eh bien, la seule réponse états-unienne, c'est de dire qu'ils proposent des sanctions supplémentaires, un nouveau train de sanctions avec le G7, que les Chinois, eux, de leur côté, proposent un plan de paix pour revenir à la table de négociation, et que le fait de faire perdurer une guerre inutile, puisque de toute façon l'Ukraine perdra les territoires qu'elle a déjà perdus, définitivement, eh bien, ne fera que renforcer la douleur du peuple ukrainien par rapport à une guerre qui n'a pas été voulue par ce peuple, mais bien par les dirigeants occidentaux. Monsieur Habina, avec ces développements sur le terrain et sur la scène internationale surtout, est-ce qu'il y a toujours des chances de paix et est-ce qu'on peut attendre un retour des négociations? Vous savez, les rapports de force sont très simples. Il y a une Russie surpuissante qui est la première ou deuxième puissance militaire mondiale, une Ukraine qui était la 27e puissance militaire mondiale, parce qu'elle fabriquait ses propres chars, ses propres avions, sous licence évidemment, puisque ça appartenait au bloc soviétique. L'Ukraine n'a plus une seule usine pour fabriquer ses propres armements, n'a que très peu de moyens offensifs, a une population qui est largement impactée par cette guerre, puisque la guerre se tient, il faut jamais l'oublier, en Ukraine et non pas en Russie. Donc les moyens de production industrielle, de logistique, d'acheminement des troupes, tous ces moyens sont largement impactés, et en dépit des discours de M. Zelensky, qui manifestement ne se rend pas compte des réalités de terrain, puisqu'il ne sait même pas qu'il faut 3 ans pour former un pilote de chasse, pensait que c'était 6 mois, eh bien, en vérité, la probabilité qu'il y ait négociation est de plus en plus élevée. Pourquoi? Parce que les Chinois la proposent aujourd'hui, les Turcs la proposent, d'autres médiateurs se positionnent là-dessus, et l'Europe, qui continue à garder une position offensive, commence à reculer sur le terrain de se dire que l'Ukraine pourra récupérer son territoire. Très bien. Des fuites comme ça qui disent que c'est pas possible. Tout comme Stoltenberg qui a dit qu'effectivement, il va falloir négocier. Donc, on ne négocie pas avec ses amis, mais avec ses ennemis. Je pense effectivement aujourd'hui que la position de force des Russes l'autorisera assez facilement à obtenir un théâtre de négociation avec, non pas les Ukrainiens, mais la partie occidentale qui alimente la guerre. Merci beaucoup, Monsieur Gabal Habina. Vous étiez avec nous en direct de Paris. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup. Situation dans les territoires occupés, un jeune Palestinien a succombé vendredi à l'aube à ses blessures graves causées par des tirs de l'armée d'occupation israélienne dans le camp des réfugiés à l'Aroub, au nord de la ville occupée d'Hébron, en Cisjordanie, selon des sources médicales palestiniennes. L'Algérie célèbre le 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, du chemin parcouru par le secteur qui porte aujourd'hui à bout de bras un pan entier de l'économie algérienne. Et à la veille de cette journée mémorable du 24 février, Hassim Saoud, l'un des poumons énergétiques de l'Algérie, a vu l'inauguration de la nouvelle unité de traitement de pétrole brut de Hassi Qattara, une infrastructure qui permettra à l'Algérie d'augmenter sa capacité de production à 60 000 barils par jour. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à la nation à l'occasion du double anniversaire de la fondation de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. Le président a choisi de mettre en relief les défis relevés par les travailleurs algériens durant des années de lutte pour le recouvrement des richesses nationales en hydrocarbures et leur a rendu hommage. Le chef de l'État déclare, je cite, « Nous revenons dans de telles occasions sur les positions et des événements nationaux historiques
historique qui nourrissent en nous la volonté et la détermination à poursuivre la voie vers l'établissement d'un État national fort de par son histoire et son peuple et à la préservation de l'unité de nos rangs dans un monde faisant face à des troubles et dans lequel nous sommes confrontés aux répercussions des fluctuations du courant, conditions régionales et internationales actuelles, ainsi que le défi de faire face aux tentatives de cibler de manière hostile notre pays. Fin de citation. À cette occasion, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a rappelé les objectifs stratégiques énergétiques de l'Algérie lors d'un discours à Hassim Saoud. Retour sur les points forts de l'allocution de Ayman Ben Abdelrahman avec notre envoyé spécial Wali Ben Chaban. Travailleuses, travailleurs. L'Algérie a prouvé son rôle central et sa fidélité à ses engagements comme partenaire fiable dans l'approvisionnement des marchés énergétiques mondiaux à l'ombre des conditions géopolitiques actuelles et particulièrement celles relatives à la crise russo-ukrainienne. L'Algérie a travaillé à augmenter ses exportations en gaz sur les marchés internationaux, principalement vers le continent européen, en adéquation avec les objectifs sectoriels consistant à augmenter les quantités de gaz exportées à moyen terme et en la recherche de nouveaux débouchés permettant à l'Algérie de s'imposer comme pourvoyeur stratégique d'énergie au niveau mondial, en vertu de ce dont elle dispose comme capacité et qualité pour l'exploitation de ses ressources. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a affirmé le rôle central de l'Algérie comme acteur stratégique dans l'approvisionnement fiable des marchés énergétiques internationaux. Comme tout le monde le sait, l'Algérie dispose de grandes capacités en matière énergétique, ce qui lui a permis d'occuper une place de choix dans ce secteur, étant le plus grand producteur de gaz naturel en Afrique, ainsi que le troisième exportateur de gaz à destination de l'Europe, qui est elle-même le marché le plus important pour le gaz algérien. C'est ce qui explique les relations profondes et le dialogue permanent entre l'Algérie et ses partenaires des États consommateurs de gaz, à l'instar des pays de l'Union européenne, dans l'objectif du renforcement de la sécurité énergétique, de la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Si nous sommes disposés à intensifier les efforts dans la prospection afin d'augmenter nos réserves, ceci n'est pas seulement afin de répondre à nos besoins en constante croissance, mais aussi afin de renforcer notre rang comme leader efficient et fiable sur les marchés régionaux et internationaux. Actualité régionale, le président tunisien Kais Saïed a démis de ses fonctions le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement Nasreddine Nessibi, selon un communiqué publié par la présidence tunisienne. Ce limogeage est lié à une mauvaise gestion constatée de son département. Par ailleurs, Kais Saïed a affirmé que la Tunisie est fière de son appartenance africaine, rappelant que son pays est l'un des États fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine et a soutenu de nombreux peuples dans leur lutte pour la libération et l'indépendance. Les cabales orchestrées par des gens missionnés et agents de l'étranger, ainsi que des cercles occultes qui cherchent à déstabiliser le pays, parlent actuellement de questions liées à l'Afrique, alors que nous avions pris sur nous-mêmes pendant la crise Covid-19 pour assurer la disponibilité et la distribution des médicaments au profit des Africains. Et nous sommes fiers de notre appartenance à l'Afrique. Au Maroc, la coordination de la résistance au sionisme et à la normalisation a organisé le forum électronique annuel pour annoncer l'année 2023 comme l'année de la résistance à la normalisation. Le forum a réuni diverses tranches sociales, universitaires, personnalités, artistes. Tous rejettent la normalisation avec l'entité sous toutes ses formes. Le forum a également vu la participation de plus de 60 institutions et organismes partenaires. Rachid Mebarki, présentateur de la chaîne d'information BFM TV, démis de ses fonctions. Le journaliste accusé d'avoir diffusé en catimini dans son journal télévisé quotidien de la nuit des séquences non validées par sa hiérarchie. La chaîne a également annoncé porter plainte pour corruption passive et abus de confiance.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi.